Don Quichotte de Miguel Cervantes, chapitre 58. De ce qui arriva à Don Quichotte avec un discret gentilhomme de la Manche. Dans cette joie, ce ravissement et cet orgueil qu'on vient de dire, Don Quichotte poursuivait sa route, s'imaginant à l'occasion de sa victoire passée qu'il était le plus vaillant chevalier que possédât le monde en cet âge. Il tenait pour achever et mener à bonne fin autant d'aventures qu'il pourrait dorénavant lui en arriver. Il ne faisait plus aucun doute des enchantements et des enchanteurs. Il ne se souvenait plus des innombrables coups de bâton qu'il avait reçus au cours de ses expéditions chevaleresques, ni de la pluie de pierres qui lui cassa la moitié des dents, ni de l'ingratitude des galériens, ni de l'insolence et de la volée de gourdins de muletiers-yongois. Finalement, il se disait, tout bas, s'il trouvait quelques moyens, quelques inventions pour désenchanter sa dame Dulcinée, il n'en virait pas le plus grand bonheur dont jouit ou put jouir le plus heureux chevalier errant des siècles passés. Il marchait tout absorbé dans ses rêves agréables, lorsque Sancho lui dit « N'est-il pas drôle, Seigneur, que j'ai encore devant les yeux cet effroyable nez, ce nez démesuré de mon compère Tomé Cécial. Est-ce que tu crois par hasard, Sancho, répondit Don Quichotte, que le chevalier des miroirs était le bachelier Carrasco et son écuyer Tomé Cécial, ton compère? Je ne sais que dire à cela, reprit Sancho. Tout ce que je sais, c'est que les enseignes qu'il m'a données de ma maison, de ma femme, de mes enfants, sont telles que personne autre que lui ne pourrait me les donner. Quant à la figure, ma foi, le nez ôté, c'était bien celle de Tomé Cécial, comme je l'ai 1000 et 1000 fois dans le pays où nous demeurons porte à porte, et le son de voix était le même aussi. Soyons raisonnables, répliqua Don Quichotte. Viens ici et dis-moi, en quel esprit peut-il tomber que le bachelier Samson Carrasco s'en vienne comme chevalier errant, pourvu d'armes offensives et défensives, combattre avec moi? Ai-je été son ennemi par hasard? Lui ai-je jamais donné occasion de me porter rancune? Suis-je son rival? Ou bien professe-t-il les armes pour être jaloux de la renommée que je m'y suis acquise? Eh bien, que dirons-nous, Seigneur? Repartit Sancho. De ce que ce chevalier qu'il soit, ce qu'il voudra, ressemble-t-on au bachelier Carrasco et son écuyer, à Thomas Cécial mon compère? Ici c'est de l'enchantement, comme votre grâce a dit, est-ce qu'il n'y avait pas dans le monde 2 autres hommes à qui cela puisse ressembler? Tout cela, reprit Don Quichotte, n'est qu'artifice et machination des méchants magiciens qui me persécutent. Prévoyant que je restais vainqueur dans la bataille, ils se sont arrangés pour que le chevalier vaincu montât le visage de mon ami le bachelier, afin que l'amitié que je lui porte se mît entre sa gorge et le fil de mon épée. Pour calmer la juste colère de mon cœur était enflammée, et que je laissasse la vie à celui qui cherchait par des prestiges et des perfidies
à m'enlever la mienne. S'il faut en fournir des preuves, tu sais déjà bien, ô Sancho, par une expérience qui ne saurait te tromper, combien il est difficile aux enchanteurs de changer les visages en d'autres. Rendons beau ce qui est laid, et laid ce qui est beau, puisqu'il n'y a pas encore 2 jours que tu as vu de tes propres yeux les charmes et les attraits de la sans pareille Dulcinée dans toute leur pureté, dans tout leur éclat naturel, tandis que moi je la voyais sous la laideur et la bassesse d'une grossière paysanne. Avec de la châssis aux yeux et une mauvaise odeur dans la bouche, est-il étonnant que l'enchanteur pervers qui a osé faire une si détestable transformation ait fait également celle de Samson Carrasco et de son compère pour m'ôter des mains la gloire du triomphe. Mais avec tout cela, je me console, parce qu'enfin, quelque figure qu'il ait prise, je suis resté vainqueur de mon ennemi. Dieu sait la vérité de toutes choses, répondit Sancho. Et comme il savait que la transformation de Dulcinée était une œuvre de sa ruse, il n'était point satisfait des chimériques raisons de son maître. Mais il ne voulait pas lui répliquer davantage, crainte de dire quelques paroles qui découvrît sa supercherie. Ils en étaient là, de leur entretien, quand ils furent rejoints par un homme qui suivit le même chemin qu'eux, monté sur une belle jument gris pommelé. Il portait un gabon de fin drap vert, garni d'une bordure de velours fauve, et, sur la tête, une montera du même velours. Les harnais de la jument étaient ajustés à l'écuyère et garnis de vert et de violet. Le cavalier portait un cimeterre mauresque pendu à un baudrier vert et or. Les brodequins étaient du même travail que le baudrier. Quant aux éperons, ils n'étaient pas dorés, mais simplement enduits d'un vernis vert et si bien brunis, si luisants, que, par leur symétrie avec le reste du costume, ils avaient meilleure façon que s'ils eussent été d'or pur. Quand le voyageur arriva près d'eux, il les salua poliment et, piquant des deux à sa monture, il allait passer outre, mais Don Quichotte le retint. « Seigneur galant, lui dit-il, si votre grâce suit le même chemin que nous et n'est pas trop pressé, je serais flatté que nous finissions route ensemble. » En vérité, répondit le voyageur, je n'aurais point passé si vite si je n'eusse craint que le voisinage de ma jument n'inquiétât ce cheval. Ô Seigneur, s'écria aussitôt Sancho, vous pouvez bien retenir la bride de votre jument, car notre cheval est le plus honnête et le mieux appris du monde. Jamais en semblable occasion, il n'a fait la moindre fredaine, et, pour une seule fois, qu'il s'est oublié, nous l'avons payé, mon maître et moi, à de gros intérêts. Mais enfin, je répète que votre grâce peut s'arrêter, si bon lui semble, car on servirait au cheval cette jument entre deux plats, qu'à coup sûr, il n'y mettrait pas la dent. Le voyageur retint la bride, étonné des façons et du visage de Don Quichotte, lequel marchait tête nue, car Sancho portait sa salade comme une valise pendue à l'arçon du bas de son âne. Et si l'homme à l'habit vert regardait attentivement Don Quichotte regardait l'homme à l'habit vert encore plus attentivement, parce qu'il lui semblait un homme d'importance et de distinction.
Son âge paraissait être de 50 ans, ses cheveux grisonnaient à peine, il avait le nez aquilin, le regard moitié gai, moitié grave. Enfin, dans sa tenue et dans son maintien, il représentait un homme de belle qualité. Quant à lui, le jugement qu'il porta de Don Quichotte fut qu'il n'avait jamais vu homme de semblable façon et de telle apparence. Tout l'étonnait, la longueur de son cheval, la hauteur de son corps, la maigreur et le teint jaune de son visage, ses armes, son air, son accoutrement, toute cette figure, enfin, comme on en avait vu depuis longtemps dans le pays. Don Quichotte remarqua fort bien avec quelle attention l'examinait le voyageur, et dans sa surprise, il lut son désir. Courtois comme il l'était et toujours prêt à faire plaisir à tout le monde, avant que l'autre lui eût fait aucune question, il le prévint et dit « Cette figure de votre grâce voit en moi est une si nouvelle, si hors de l'usage commun, que je ne m'étonnerai pas que vous en fussiez étonné. Mais votre grâce cessera de l'être quand je lui dirai que je suis chevalier, de ceux-là dont les gens disent qu'ils vont à leurs aventures. J'ai quitté ma patrie, j'ai engagé mon bien, j'ai laissé le repos de ma maison et je me suis jeté dans les bras de la fortune pour qu'elle m'emmenât où il lui plairait. J'ai voulu ressusciter la défunte chevalerie errante et, depuis bien des jours, branchant ici, tombant là, me relevant plus loin, j'ai rempli mon désir en grande partie, en secourant des veuves, en protégeant des filles, en favorisant des mineurs et des orphelins, office propre aux chevaliers errants. Aussi, par mes nombreuses, vaillantes et chrétiennes prouesses, ai-je mérité de courir en lettres moulées presque tous les pays du globe. 30 000 volumes de mon histoire se sont imprimés déjà, et elle prend le chemin de s'imprimer 30 000 milliers de fois, si le ciel m'y remédie. Finalement, pour tout renfermer en peu de paroles, ou même en une seule, je dis que je suis le chevalier Don Quichotte de la Manche, appelé par surnom le chevalier de la triste figure. Eh bien, que les louanges propres avilissent, force m'est quelquefois de dire les miennes, j'entends lorsqu'il n'y a personne d'autre pour le dire. Ainsi donc, Seigneur gentilhomme, ni ce cheval, ni cette lance, ni cet écu, ni cet écuyer, ni toutes ces armes ensemble, ni la pâleur de mon visage, ni la maigreur de mon corps ne pourront plus vous surprendre, désormais, puisque vous savez qui je suis, la profession que j'exerce. En achevant ces mots, Don Quichotte se tut, et l'homme à l'habit vert tardait tellement à lui répondre qu'on aurait dit qu'il ne pouvait en venir à bout. Cependant, après une longue pause, il lui dit « Vous avez bien réussi, Seigneur cavalier, à reconnaître mon désir dans ma surprise, mais vous n'avez pas réussi de même à m'ôter l'étonnement que me cause votre vue, car bien que vous ayez dit « Seigneur », que de savoir qui vous êtes suffirait de me l'ôter, il n'en est point ainsi. Au contraire, maintenant que je le sais, je reste plus surpris, plus émerveillé que jamais. Comment est-il possible qu'il n'y ait aujourd'hui de chevaliers errants dans le monde et des histoires imprimées de véritable chevalerie? Je ne puis me persuader qu'il y ait aujourd'hui sur terre quelqu'un qui protège les veuves, qui défende les filles, qui respecte les femmes mariées, qui secourt les orphelins. Et je ne le croirais pas ici, dans votre grâce, je ne le voyais de mes yeux. Béni soit le ciel qui a permis que cette histoire que vous dites être imprimée
de nos nobles et véritables exploits de chevalerie mettent en oubli les innombrables prouesses des faux chevaliers errants dont le monde était plein, si fort au préjudice des bonnes œuvres et au discrédit des bonnes histoires. Il y a bien des choses à dire, répondit Don Quichotte, sur la question de savoir si les histoires de chevaliers errants sont ou non controuvées. Comment, reprit l'homme vert, y aurait-il quelqu'un qui doutât de la fausseté de ces histoires? Moi je doute, répliqua Don Quichotte, mais laissons cela pour le moment, et, si notre voyage dure quelque peu, j'espère en Dieu vous faire comprendre à votre grâce que vous avez mal fait de suivre le courant de ceux qui tiennent pour certains que ces histoires ne sont pas véritables. À ce dernier propos, Don Quichotte le voyageur eut le soupçon que ce devait être quelque cerveau timbré, et il attendait que d'autres propos vinssent confirmer son idée. Mais avant de passer à de nouveaux sujets d'entretien, Don Quichotte le pria de lui dire à son tour qui il était, puisqu'il avait rendu compte de sa condition et de sa manière de vivre. À cela, l'homme au gabon lui répondit. Moi, seigneur chevalier de la triste figure, je suis un hidalgo, natif d'un bourg où nous irons dîner aujourd'hui, s'il plaît à Dieu. Je suis plus que médiocrement riche, et mon nom est Don Diego de Miranda. Je passe la vie avec ma femme, mes enfants et mes amis. Mes exercices sont la chasse et la pêche, mais je n'entretiens ni faucon ni lévrier de course. Je me contente de quelques chiens d'arrêt dociles ou d'un hardi furet. J'ai environ 6 douzaines de livres. Cela en espagnol, ceci en latin, quelques-uns d'histoire, d'autres de dévotion. Quant aux livres de chevalerie, ils n'ont pas encore passé le seuil de ma porte. Je feuillette les ouvrages profanes de préférence à ceux de dévotion, pourvu qu'ils soient honnêtes passe-temps, qu'ils satisfassent par le bon langage, qu'ils étonnent et plaisent par l'invention, et de cela, il y en a fort peu dans notre Espagne. Quelquefois je dîne chez mes voisins et mes amis plus souvent. Je les invite. Mes repas sont servis avec propreté, avec élégance, et sont assez abondants. Je n'aime point mal parler des gens. Je ne permets point qu'on en parle mal devant moi. Je ne scrute pas la vie des autres. Je ne suis pas à l'affût des actions d'autrui. J'entends la messe chaque jour. Je donne aux pauvres une partie de mon bien, sans faire parade des bonnes œuvres, pour ne pas ouvrir accès dans mon âme à l'hypocrisie et à la vanité. Ennemis qui s'emparent tout doucement du cœur le plus modeste et le plus circonspect. J'essaye de réconcilier ceux qui sont en brouille. Je suis dévot à Notre-Dame et j'ai toujours pleine confiance en la miséricorde infinie de Dieu, notre Seigneur. Sancho avait écouté attentivement cette relation à la vie et des occupations de l'hidalgo, trouvant qu'une telle vie était bonne et sainte et que celui qui la menait devait faire des miracles. Il sauta à bas du grison et fut en grande hâte saisir l'étrier droit du gentilhomme, puis d'un cœur dévot et les larmes aux yeux, il lui baisa le pied, et à plusieurs reprises. L'hidalgo, voyant son action, « Que faites-vous, frère » s'écria-t-il. « Quels baisers sont cela ?» « Laissez-moi baiser, répondit Sancho, car il me semble que votre grâce est le premier sien à cheval que j'ai vu tous les jours de ma vie. » « Je ne suis pas un saint, reprit l'hidalgo, mais un grand pécheur. Vous, à la bonne heure, frère,
qui devait être compté parmi les bons, à en juger par votre simplicité. Son chaud remonta sur son banc, après avoir tiré le rire de la profonde mélancolie de son maître et causé un nouvel étonnement à Don Diego. Don Quichotte demanda à celui-ci combien d'enfants il avait, et lui dit qu'une des choses en quoi les anciens philosophes qui manquèrent de la connaissance du vrai Dieu avaient placé le souverain bien fut de posséder les avantages de la nature et ceux de la fortune d'avoir beaucoup d'amis et des enfants nombreux et bons. Pour moi, Seigneur, Don Quichotte, répondit l'Hidalgo, j'ai un fils, tel que, peut-être, je ne l'avais pas. Je me trouvais plus heureux que je ne suis, non pas qu'il soit mauvais, mais parce qu'il n'est pas aussi bon que j'aurais voulu. Il peut avoir 18 ans. Les 6 dernières années, il les a passées à Salamanque, à apprendre les langues latines et grecques, mais quand j'ai voulu qu'il passât à l'étude d'autres sciences, je l'ai trouvé si imbu, si entêté de celle de la poésie, si toutefois elle peut s'appeler science, qu'il est impossible de le faire mordre à celle du droit que je voudrais qu'il étudiât, ni à la reine de toutes les sciences, la théologie. J'aurais désiré qu'il fût comme la couronne de sa race, puisque nous vivons dans un siècle où nos rois récompensent magnifiquement les gens de lettres vertueux, car les lettres, sans la vertu, sont des perles sur le fumier. Ils passent tout le jour à vérifier si Homère a bien dit mal dans tel vers de l'Iliade, si Martial fut ou non déshonnête dans tel épigramme, s'il faut entendre d'une façon ou d'une autre tel ou tel vers de Virgile, enfin, toutes ces conversations sont avec les livres de ces poètes et avec ceux d'Horace, de Perse, de Juvénal, de Tibulle, car des modernes rimeurs, il ne fait pas grand cas. Et pourtant, malgré le peu d'affection qu'il porte à la poésie vulgaire, il a maintenant la tête à l'envers pour composer une glose sur 4 vers qu'on lui a envoyés de Salamanque et qui sont, à ce que je crois, le sujet d'une joute littéraire. Les enfants seigneurs, répondit Don Quichotte, sont une portion des entrailles de leurs parents. Il faut donc les aimer, qu'ils soient bons ou mauvais, comme on aime les âmes qui nous donnent la vie. C'est aux parents qu'il appartient de les diriger dès l'enfance dans le sentier de la vertu, de la bonne éducation, des mœurs sages et chrétiennes, pour qu'étant hommes, ils soient le bâton de la vieillesse de leurs parents et la gloire de leur postérité. Quant à les forcer d'étudier telle science plutôt que telle œuvre, je ne le trouve ni prudent ni sage. Bien que leur donner des conseils sur ce point ne soit pas nuisible. Lorsqu'il ne s'agit pas d'étudier de panne lucrando, et si l'étudiant est assez heureux pour que le ciel lui ait donné des parents qui lui assurent du pain, je serais volontiers d'avis qu'on le laissât suivre la science pour laquelle il se sentirait le plus d'inclination. Eh bien, que celle de la poésie soit moins utile qu'agréable, du moins, elle n'est pas de ces sciences qui déshonorent ceux qui les cultivent. La poésie, Seigneur Hidalgo, est à mon avis comme une jeune fille d'un âge tendre et d'une beauté parfaite que prennent soin de parer et d'enrichir plusieurs autres jeunes filles qui sont toutes les autres sciences, car elle doit se servir de toutes et toutes doivent se rehausser par elle. Mais c'est aimable,
vierge ne peut pas être maniée ni traînée dans les rues, ni affichée dans les carrefours, ni publiée aux quatre coins des palais. Elle est faite d'une alchimie de telle vertu que celui qui la sait traiter la changera en or pur d'un prix inestimable. Il doit la tenir en laisse et ne pas la laisser courir dans de honteuses satires ou des sonnets ignobles. Il ne faut pas la vendre en aucune façon, à moins que ce ne soit en poème héroïque, en lamentable tragédie, en comédie ingénieuse et divertissante. Mais elle ne doit jamais tomber aux mains des baladins ou du vulgaire ignorant qui ne sait ni reconnaître ni estimer les trésors qu'elle renferme. Vous n'allez pas croire, Seigneur, que je l'appelle ici vulgaire seulement les gens du peuple et d'humble condition. Quiconque ne sait rien, fût-il seigneur et prince, doit être rangé dans le nombre du vulgaire. Ainsi donc, celui qui traitera la poésie avec toutes les qualités que je viens d'indiquer rendra son nom célèbre et honorable parmi toutes les nations policées de la terre. Quant à ce que vous dites, Seigneur, que votre fils n'estime pas beaucoup la poésie en langue castillane, j'aime à croire qu'il se trompe en ce point. Et voici ma raison. Le grand Homère n'a pas écrit en latin parce qu'il était grec, et Virgile n'a pas écrit en grec parce qu'il était latin. En un mot, tous les poètes anciens écrivirent dans la langue qu'ils avaient été avec le lait et ne s'en allèrent pas chercher les langues étrangères pour exprimer leur haute pensée. Puisqu'il en est ainsi, rien ne serait plus raisonnable que d'étendre cette coutume à toutes les nations et de ne pas déprécier le poète allemand parce qu'il écrit dans sa langue, ni le castillan, ni même le biscayen parce qu'il écrit dans la sienne. Mais, à ce que j'imagine, votre fils, Seigneur, ne doit pas être indisposé contre la poésie vulgaire. C'est plutôt contre les poètes, qui sont de simples faiseurs de couplets, sans savoir d'autres langues, ni posséder d'autres sciences, pour éveiller, soutenir et parer leur talent naturel. Et même en cela, on peut se tromper, car, suivant l'opinion bien fondée, le poète naît, c'est-à-dire que, du ventre de sa mère, le poète de nature sort poète, et avec cette seule inclination que lui donne le ciel, sans plus d'études ni d'efforts, il fait des choses qui justifient celui qui a dit « Est Deus in nobis ». Et j'ajoute encore que le poète de nature qui cédera de l'art sera bien supérieur à celui qui veut être poète uniquement parce qu'il connaît l'art. La raison en est que l'art ne l'emporte pas sur la nature, mais qu'il la perfectionne, ainsi que la nature se mêle de l'art et l'art de la nature. Alors ils formeront un poète parfait. Or, donc, la conclusion de mon discours, Seigneur Hidalgo, c'est que vous laissiez cheminer votre fils par où l'entraîne son étoile, puisqu'il est ainsi. Il est aussi bon étudiant qu'il puisse être, puisqu'il a heureusement franchi la première marche des sciences, qui est celle des langues anciennes. Avec leur secours, il montera de lui-même au fait des lettres humaines, lesquelles sied aussi bien à un gentilhomme de cap et d'épée pour le parer, l'honorer et le grandir, que les mitres aux évêques et les toges aux habiles jurisconsultes. Grondez votre fils, Seigneur, qu'il fait des satires qui nuisent à la réputation d'autrui. Punissez-le et mettez son ouvrage en pièces.
Mais s'il fait des sermons à la manière d'Horace, où il gourmande les vices en général avec autant d'élégance que l'a fait son devancier, alors louez-le, car il est permis aux poètes d'écrire contre l'envie et de déchirer les envieux dans ses vers et de traiter ainsi tous les autres vices, pourvu qu'ils ne désignent aucune personne. Mais il y a des poètes qui, pour dire une malice, s'exposeraient à se faire exiler dans les îles du Pont. Si le poète est chaste dans ses mœurs, il le sera aussi dans ses vers. La plume est la langue de l'âme. Telle pensée engendre l'une, tel écrit trace l'autre. Quand les rois et les princes trouvent la miraculeuse science de la poésie dans les hommes prudents, graves et vertueux, ils les honorent, les estiment, les enrichissent et les couronnent, afin que les feuilles de l'arbre que la foudre ne frappe jamais, pour annoncer que personne ne doit faire offense à ceux dont le front est paré de telles couronnes. L'homme au gabon vert resta tout interdit de la harangue de Don Quichotte, au point de perdre peu à peu l'opinion qu'il avait conçue de la maladie de son cerveau. À la moitié de cette dissertation, qui n'était pas fort de son goût, Sancho s'était écarté du chemin pour demander un peu de lait à des bergers qui étaient près de là, occupés à traire leurs brebis. En ce moment, l'hidalgo allait reprendre l'entretien, enchanté de l'esprit et du bon sens de Don Quichotte. Lorsque celui-ci, levant les yeux, vit venir sur le chemin qu'il suivait un char surmonté de bannières aux armes royales. Croyant que ce devait être quelque nouvelle aventure, il appela Sancho à grands cris pour qu'il vînt lui apporter sa salade. Sancho, qui s'entendit appeler, laissa les bergers, talonna de toutes ses forces le grison et accourut auprès de son maître, auquel il arriva, comme on va le voir, une insensée et épouvantable aventure.